quand on prend le temps de s'arrêter et de concentrer nos pensées la méditation devient comme la respiration de l'esprit. Et de la même façon que lorsqu'on respire physiquement, on inspire de l'air et il se transforme et on expire. Et ce cycle de la vie est fondamental pour le corps. Et de la même façon, on peut apprendre à respirer spirituellement. Et si par exemple je visualise devant moi une lumière, juste comme une pointe de lumière, une étoile, et qu'en voyant cette étoile, j'imagine qu'elle est comme un océan de paix, comme un émetteur de paix, un phare de paix. Et recevoir cette paix, c'est comme inspirer la paix. Sentir que cette paix vient en moi. Et je fais rentrer cette paix dans mon esprit, dans mon cœur. J'imagine qu'il y a un courant de paix qui vient à moi. Comme si cette toute petite étoile avait une puissance infinie. Et qu'à partir de cette source de paix, j'inspire l'énergie de paix. Et je l'absorbe. Je l'amène au plus profond de moi. Comme si un courant de lumière envahissait l'âme tout entière. De la même façon que lorsque je regarde un lever de soleil, toute la beauté emplit mon être. J'imagine que cet être de paix, cette lumière de paix, cet océan de paix déverse en moi un courant de paix, une énergie de paix. Et mon esprit devient paisible. Mes pensées ralentissent. Mes pensées deviennent simples, paisibles. Et je sens cette paix en moi qui s'installe. Et quand je sens que cette paix m'appartient,
peux commencer à la redonner au monde. Comme si j'avais inspiré cette paix, absorbé cette paix. Et maintenant j'expire et je propage cette paix. Et je peux visualiser des êtres qui me sont chers. Et juste par le pouvoir de l'esprit et le pouvoir du cœur, je transmets cette paix à ceux que je visualise. Je peux voir leur visage, leur regard. Et sans avoir à dire quoi que ce soit, sans même avoir à penser quoi que ce soit, je leur offre un rayon de paix, le courant de la paix. Cette énergie pure qui vient du plus profond de l'âme. Et après avoir propagé la paix, je lève mon regard et je vois cette étoile qui est là devant moi, toute puissante, qui émane des vibrations de paix. Et je reçois cette paix. J'absorbe cette paix. Et je suis cette paix. Et par mon regard, par mes pensées, je propage la paix. Et ce cycle qui me permet d'inspirer, d'absorber et de propager devient comme une respiration naturelle de l'esprit. Et je peux facilement imaginer cette étoile devenir tout à coup une étoile de bonheur. Un bonheur qui pétille. Un bonheur qui brille. Un bonheur qui est empli de confiance, d'espoir. Un bonheur qui célèbre la vie. Et un bonheur qui m'est offert. Alors j'inspire profondément et je laisse ce bonheur venir en moi comme si une vague de l'océan de bonheur m'emplissait tout entier. Mon esprit, mon cœur, l'âme tout entière s'emplit de bonheur. Comme si cette vague faisait disparaître tout ce qui n'est pas bonheur. Et je me laisse envahir par cette vague de bonheur.
courant de lumière, une lumière de bonheur. Et je laisse cette vague reposer en moi, s'infiltrer dans toutes les veines de mon être. Comme si cette lumière devenait l'âme qui brille, qui scintille de bonheur. Et après avoir inspiré cette vague de bonheur, à mon tour, je propage ce bonheur et je crée une vague qui peut se propager tout autour. Une vague qui peut aller si loin, aussi loin que mon esprit dirige mes pensées. Et je propage le bonheur. Et après avoir fait naître cette vague de bonheur, je lève mon regard. Et à nouveau cette étoile qui pétille, qui espérait mon regard pour m'offrir à nouveau une vague de bonheur. Et ainsi je respire le bonheur. Je me remplis de bonheur et j'offre au monde une vague de bonheur. Et l'esprit a retrouvé le souffle de la vie. Inspirer le bien, le beau, le bienveillant. L'absorber. Et ensuite le propager. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Est-ce que vous respirez bien, ça va? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose en méditation? Est-ce que vous arrivez à faire décoller un peu l'esprit du quotidien, du mondain, des préoccupations de la journée, ou est-ce que l'esprit reste un peu collé encore à la membrane cérébrale et au crâne? Ok. Je
prends pour acquis que vous êtes tous complètement déjà dans un état transcendé, transcendantal. Mais ça tombe bien parce que le thème qu'on va aborder est celui de la notion de faire de son esprit son allié. Et c'est vraiment un concept absolument fondamental dans toute la pratique de la méditation, puisque on sait que l'esprit peut être notre meilleur ami comme il peut être notre pire ennemi. Et que une des croyances fondamentales du Raja Yoga, tout le Raja Yoga qu'on pratique dans les Brahma Kumaris, est une philosophie qui est fondée sur une seule pensée. Et au départ, où la pratique de la méditation, je devrais dire, est basée sur une seule pensée, qui est « je suis ce que je pense ». Et que la pensée me définit. Et que si j'ai envie de changer un peu ce que je suis, puis d'élever ce que je suis, bien, il n'y aura aucune raison de ne pas pouvoir le faire. Ça nécessite aucun moyen financier, aucune prédisposition selon les familles dans lesquelles on est né. Il n'y a aucun obstacle à part celui de savoir comment diriger nos pensées, choisir nos pensées. Et la clé de tout ce qu'on va découvrir en méditation, c'est cette énorme puissance qui réside dans l'âme, cette capacité à générer les bonnes pensées au bon moment et de voir qu'est-ce qu'une pensée peut accomplir. Dans la mythologie indienne, le mot âme se dit atam. C'est presque le âme est là, c'est atam ou atma, selon comment il le prononce, atam. Et selon certaines visions scientifiques, une des plus petites particules de la matière, c'est l'atome. Et on dit souvent qu'il y a un très grand lien entre l'atome et l'atome. Et l'atome peut créer une énergie extrêmement puissante. Casser un atome libère une énergie extrêmement puissante. Et de la même façon, trouver la façon de faire fonctionner l'âme sur une fréquence spirituelle va libérer une énergie extrêmement particulière. Puis on dit que l'atome a 3 composantes, proton, neutron, électron, qui tournent. Ils sont toujours en mouvement, il y a toujours un cycle. Et l'atma, fonctionne aussi avec 3 éléments, l'esprit, l'intellect et les traits de personnalité, ce qu'on appelle les sanskaras, les empreintes digitales. Et les 3 fonctionnent de façon cyclique. Et quand les 3 sont en désaccord et en manque d'harmonie, l'atma, l'âme, elle ne fréquente pas, ou elle n'a pas la fréquence, ou elle n'émet pas l'énergie qu'elle pourrait émettre. Et l'âme devient alors plus basse dans son énergie, qui va se traduire par on est juste humain, qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas parfait, on est juste humain. C'est déjà un bon départ, c'est mieux qu'être juste une chaise, peut-être que... Bien que la chaise est peut-être plus heureuse que nous, je ne sais pas, dépendamment de qui elle reçoit. Mais l'âme a cette capacité d'obtenir une énergie vibratoire différente selon comment ça tourne en elle. Quel est le niveau de l'esprit, le niveau de l'intellect et le niveau de la personnalité. Et l'âme, quand elle essaye de s'élever, son ingrédient de base, la seule chose qu'elle peut utiliser au départ, c'est la pensée. Et la pensée est vraiment l'élément de départ qui va tout déterminer. À savoir si l'âme plonge dans les profondeurs de la noirceur et la difficulté, ou si l'âme s'élève. Tout va être basé sur la pensée. Il arrive que des gens nous fassent penser à quelque chose et ils nous aident. Donc on lise quelque chose, puis ça nous aide. On regarde un film, puis que wow, tout à coup, ça nous aide, ça nous propulse. Puis après que le film est terminé, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis après, on n'arrive plus à générer soi-même les pensées nécessaires pour continuer l'ascension. Et on retombe. Et on vit dans un monde dans lequel on est stimulé régulièrement par des bonnes, des mauvaises idées, des bons moments, des mauvais moments. Et l'âme perd l'aptitude à maîtriser son esprit. Et l'esprit devient en fait
le pauvre qui est bombardé par toutes sortes de choses. Puis selon ce qu'il reçoit en pleine face, ben, il va être... quand on reçoit des fleurs, c'est fabuleux. Puis quand on reçoit un cactus en plein dans le nez, ben là, c'est moins sympathique. Et l'esprit va se retrouver un peu à la merci de ce à quoi il va être exposé, avec peu de capacité en général à se protéger et à opérer indépendamment de ce qui se passe. L'image que j'aime bien, l'esprit, on doit le définir bien sûr, puis je ne referai pas tout le cours de méditation. D'ailleurs, il y en a un qui commence demain, comme ça l'annonce sera faite, ça commence demain des cours de méditation, ceux qui veulent en prendre. Le cours de méditation offre, justement au départ, on prend vraiment du temps, c'est pas facilement 2 heures, 3 heures, à juste expliquer comment fonctionne l'âme, l'esprit, l'intellect et les traits de personnalité. Au départ, c'est de la nomenclature, c'est juste une sémantique. Et ça fait référence à des choses qui ne sont pas inventées. La pensée, c'est pas une croyance, tout le monde pense, non? Il y en a qui ne pensent pas, peut-être que je devrais vérifier, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi une pensée, non? Je pense qu'on a tous, tout le monde a des pensées, on sait ce que c'est que penser. Après, quand on va définir l'intellect, ben là, c'est subjectif. Tout le monde ne sait pas trop comment on définirait l'intellect. Et dans le Raja Yoga, la philosophie qui est à la base de l'enseignement du Raja Yoga est très intéressante et elle définit clairement à quoi on parle quand on fait référence à l'esprit, l'intellect et les traits de personnalité qui deviennent ce qu'on appelle aussi des attitudes comportementales. Et l'esprit, si vous imaginez un canot avec 2 rames, l'esprit a 2 aspects. La pensée, qui est dans notre cas l'articulation dans un langage d'une énergie qui n'est pas physique, qui n'est pas presque sémantique, qui n'est pas verbale. Et la pensée, c'est juste l'expression en mots de quelque chose d'autre. Le mot, quand on pense, tiens, je devrais aller au cinéma ce soir, cette pensée est en français ou en anglais dans notre tête, mais qu'est-ce qui a créé la pensée? La source est très subtile. Une autre pensée. Peut-être une autre pensée, mais il y a plus qu'il y a la graine de la pensée, il y a l'origine de la pensée. Et ça, c'est là, l'âme est à ce niveau-là. Mais je ne veux pas rentrer trop de détails techniques ce soir, mais juste l'idée que la pensée, elle est concrète. On a tous des pensées, j'ai oublié le nombre, je ne me souviens jamais, mais je pense que c'est quelque chose comme 5 000 ou 50 000 pensées par jour. Il y a un chiffre comme ça assez astronomique. Là, on a un gros nombre de pensées par jour. Énormément de pensées par jour. Et il y a un phénomène très clair qui est prouvé scientifiquement, et même vous pouvez le faire. On ne peut pas arrêter de penser. On peut pendant un court laps de temps, les bouddhistes et certains yogis travaillent toute leur vie pour arrêter leurs pensées, puis ils arrivent à l'arrêter pendant un certain temps. Mais on ne peut pas arrêter. Il y en a qui font de l'apnée. Moi, j'ai un collègue au travail, il fait de l'apnée, c'est hallucinant. Il reste 5 minutes 25 sans respirer. Essayez, vous allez voir, c'est pas facile. 5 minutes 25. Mais après 5 minutes 25, il y a un risque de soit mourir à la 26e seconde, ou il faut prendre son souffle, il y a des techniques, etc. L'esprit, on ne peut pas l'arrêter. Il est toujours à exprimer des pensées. Et la pensée vient avec ce qu'on appelle l'émotion, le sentiment. Donc les 2 rames de l'esprit, c'est l'émotion et la pensée. La pensée étant la grammaire, la structure narrative de l'âme, pour appeler ça comme ça. Et qui rame? Les pensées sont là, mais qui rame? Et si jamais vous êtes dans un bateau puis que les rames se mettent à ramer toutes seules, c'est pas très... ça peut être dangereux, quoi. À moins que ce soit guidé par le divin puis qu'il vous amène au paradis, tant mieux, mais ce serait pas... vous êtes au volant de votre voiture puis qu'elle se met à tourner à gauche quand vous ne l'avez même pas demandé du tout de tourner à gauche. C'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Hein. Alors, les pensées et les émotions, pour nous, c'est ce qui définit l'esprit, qu'on appelle en anglais « the mind ». Et les 2 sont indissociables. C'est indissociable, la pensée et l'émotion. Les 2 vont ensemble. La pensée parfois génère l'émotion, parfois l'émotion génère la pensée, mais elles vont toujours ensemble. Et sans aller dans tout le détail, la pensée, elle est quantifiable.
Et elle peut être, on peut mesurer la qualité, parce qu'on dit que la pensée a une vitesse, une direction, une profondeur et une qualité. Et les yogis sont très intéressés à savoir, je suis ce que je pense. OK, donc à quoi je pense? C'est quoi, qu'est-ce que je pense, les 5000, mais donc c'est 5000, c'est peut-être 50 000, je sais pas, tous les milliers de pensées qu'on a par jour, c'est quoi comme pensée? Et on dit que la pensée, donc, a cette vitesse, cette profondeur, cette direction et cette qualité. Puis dans le cours, on détaille tout ça. Et la pensée qui va aider l'âme est une pensée qui va être lente, profonde, très focalisée sur quelque chose, très ciblée et de très bonne qualité, positive. Et quand on crée ce genre de pensée, ben, c'est un peu l'équivalent de manger, je sais pas, bio, végé, enfin, prenez le régime que vous voulez, là, mais qualité de nourriture très, très, très haute, là, vraiment une nourriture de meilleure qualité possible, faible en gras et faible en calories, enfin, allez dans le régime que vous voulez. Et le parallèle est très semblable. Là. On dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Mais ça, c'est parce qu'ils n'osent pas aller plus loin. On dirait, dis-moi ce à quoi tu penses, je te dirai qui tu es. Parce que ce que tu penses dictera probablement ce que tu vas manger. Et la pensée vient avant ce qui est dans l'assiette. Ça ne tombe pas dans l'assiette tout seul. On y a pensé avant. Donc la première définition de qui je suis n'est pas ce que je mange, mais ce que je pense. Mais les parallèles sont très intéressants. Si on met dans le corps une nourriture extrêmement toxique, ben, le corps va mourir, il va être malade, il ne va pas fonctionner. Si je mets dans le corps une nourriture saine, ben, le corps, il aura la meilleure chance possible d'évoluer positivement. Qu'est-ce qu'on met dans notre esprit? Et c'est là où l'esprit devient tout à coup une partie de soi que malheureusement on a tendance à négliger un petit peu, alors qu'on devrait peut-être y prêter un peu plus attention. Et ce qui, moi, personnellement, me fascine dans la spiritualité, c'est le temps qu'on va prendre à être attentif à nos pensées et à choisir les pensées. Et dans une première démarche spirituelle, et encore une fois, je ne serai pas dans tous les détails de ça, parce que c'est assez de base, puis c'est pas mal de ce qu'on enseigne dans les cours, mais juste pour nous remettre dans le contexte, eh bien, pour donner à l'esprit un état de santé convenable, on va suggérer aux gens des approches très comparables à ce qu'on ferait physiquement. Puis on va dire, il va falloir d'abord commencer à prendre note de votre régime spirituel. Donc, on va faire attention à quel genre de pensée on va consommer et déterminer quel genre de pensée voulez-vous consommer. De la même façon que physiquement, un jour, on est amené à faire des choix alimentaires, plus que jamais en ce moment, si je ne me trompe pas. Les derniers sondages montraient qu'un Américain sur deux, ce qui est énorme, on parle de 200 millions de personnes, envisage en 2019 de réduire sérieusement, voire d'éliminer la consommation de viande. Ben, ceux qui sont dans les industries alimentaires, bovines et autres, d'élevage aux États-Unis, devraient commencer à s'intéresser aussi aux dérames, puis aux verveines, puis je sais pas quoi d'autre, aux carottes peut-être. Parce que ça va... et c'est mondial, je veux dire, la tendance. Quelqu'un revient en ce moment de Thaïlande. Il me disait en Thaïlande, le nombre de restaurants véganes, végétariens est incroyable. Je veux dire, c'est vraiment une alimentation. Ils sont en train de remettre complètement l'accent sur une alimentation saine. L'Inde est en train de retourner vers son origine d'une alimentation végétale. Donc, c'est un choix que les individus font à un moment donné. Des gens dans la vie, par obligation, des fois, vont voir un médecin. Le médecin va leur dire, ben là, il faut vraiment que tu baisses le sucre ou que tu réduises l'alcool. Puis après, on doit faire des choix. De la même façon, il va falloir se poser la question à un moment donné de se dire, est-ce que je suis prêt à prendre une décision quant à mon régime alimentaire spirituel? Et imaginez qu'on décide qu'à partir de maintenant, je ne vais plus consommer de pensées négatives, peu importe ce qui se passe.
Pas parce que c'est pas une bonne idée d'avoir des pensées négatives, parce que quelqu'un vient de faire quelque chose de mal, ou que tu conduis en ce moment, les nids de poules sont vraiment dangereux. Mettons que tu conduis, tombes dans un nid de poule, tu peux facilement, et ce serait normal, puis peut-être justifié selon certains, de dire, la ville, puis la mairesse, puis franchement, Montréal, puis c'est nul, puis tu peux fumer, partir en boucan dans ta voiture, haïr la ville, haïr le monde, haïr la route, haïr tout ça. Ça n'a ni réparé le nid de poule, ni regonflé le pneu, by the way. Ça n'a rien réparé. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que c'était comme si j'avais consommé quelques bonnes doses de poison, et je viens de m'empoisonner l'esprit, qui lui va mettre possiblement au moins 15-20 minutes à se remettre de ça. Là. Puis je prends un nid de poule. Je ne parle pas de quelqu'un qui rentre à la maison le soir de bonne humeur, puis il y a tout à coup une dispute conjugale qui se termine en menace de divorce, puis que je prends l'enfant, puis c'est pas toi. Là, c'est plus qu'un nid de poule. Et quand une situation comme ça se produit, ce qui est, je pense, malheureusement, ou l'équivalent assez généralisé, imaginez ce que l'esprit va consommer. La colère, la haine, la vengeance, la rancune, tout ça, c'est toxique, ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est humain. Je dis, non. On dit, c'est pas normal, c'est malade. C'est humain, malade. Pas humain, normal. C'est pas ça. Et on peut être en bonne santé, ce qu'on appellerait être un sage, ou être quelqu'un de spirituellement actif, qui, même face à une situation négative, va avoir un système antivirus très bien développé, qui va faire que dès que les pensées de haine, de colère, de négativité rentrent, l'antivirus va dire « Oh, non, 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 non. Tu as pris une décision, tu es végé, mon ami. Là. Tu ne manges plus de viande rouge mentalement. » je suis désolé pour ceux qui mangent et qui aiment beaucoup le steak. Ça sort comme ça. Je ne veux pas viser personne. C'est très bon. Alors, la notion est la même, c'est-à-dire le choix de nos pensées. Est-ce qu'on a choisi notre régime de pensée? Ou on dit, non, je pense que je pense, qu'est-ce que tu veux? J'essaye d'être pas trop mauvais, mais non, je n'ai pas vraiment fait un choix personnel sur ce que je pense. Et parmi 70 pensées, il y en a une part inconsciente aussi. Là, on parle Oui, il y a une partie des pensées, en effet, qui sont inconscientes. Je vous suggère le cours avancé de Raja Yoga, où on va aborder tout ça, parce qu'on va changer l'inconscient aussi. Sur du long terme, on va avoir un gros effet sur l'inconscient. Et nous, on veut aller, en fait, on dit mais je n'irai pas trop loin encore dans l'aparté, mais la notion que la gamme totale, le spectre de l'impact qu'on va avoir dans notre choix de gestion de soi-même, va commencer par des pensées simples. Et le but ultime, pas le but, mais le signe ou l'indication ultime du travail que je fais sur moi-même sera la qualité de mes rêves. Et donc, on est très conscient, et un yogi va être très conscient qu'ultimement, son but sera d'avoir des rêves qui sont exactement concordants avec son choix alimentaire mental. Et donc, avoir des rêves sans négativité, sans colère, sans haine, sans violence. C'est possible. Rêve de dormir Oui, rêve de dormir, oui. Et ça va toucher aussi l'inconscient, l'intuition, ce qu'on capte. C'est très loin. C'est pour ça que je vous dis, là, on touche le sujet principal. Là, on est dans une mine de diamants, puis on est tous en train de marcher dans un couloir, puis je vous amène au mur final, où je vous dis, ils sont là, les diamants. Puis, pas besoin de machine, vous avez juste à gratter un peu, puis ils sont juste là, les diamants. Puis chaque diamant vaut très, très cher. Et il y a des pensées qu'on va trouver en nous qui valent très, très cher. Et il y a des gens qui vont vous dire, ma vie a changé un jour, telle date, parce que telle pensée m'a été soit donnée, soit je l'ai trouvée, mais la pensée a changé ma vie. C'est une pensée. Moi, mes progrès personnels, spirituels, se sont tous faits suite à ce qu'on appelle des prises de conscience. Vraiment, en anglais, ils appellent ça des réalisations.
traduit généralement par une prise de conscience. C'est-à-dire, waouh, tu as quoi à un moment donné où tu t'éveilles et tu te dis, wow, ça, j'avais jamais vu ça. Et le jour où on le voit, on dit, bah, tiens, ça m'intéresse, je vais là-dedans. Je prends toujours l'exemple quand on donne les cours, j'ai dit, si je vous prouvais un truc complètement farfelu, là, mais admettons que je sois vraiment un Big Brother maintenant avec, comment on appelle ça, les assistants intelligents. Et là, je vous dis, écoute, moi, j'observe votre appartement là depuis très longtemps, j'ai fait plein de recherches, et je vous annonce, madame, ben, dans votre chambre à coucher, là, vous savez, le mur, le plus petit mur, je vais apprendre n'importe quoi, ben, ce mur-là, j'ai fait plein de recherches, ben, dans ce mur, ben, sachez qu'on a caché, un ancien locataire a caché à peu près 2 millions de dollars. Je jure, j'ai fait plein de recherches, on l'a scanné pendant que vous n'étiez pas là, il y a 2 millions de dollars dans votre mur. OK. Qu'est-ce que vous faites, la première chose que vous faites en arrivant chez vous? Même si en arrivant à la maison, il y a un message téléphonique, il ne va rien savoir. Chérie, tiens, marteau. Je prends un cas complètement loufoque. Mais, tu sais, si on me dit qu'il y a 1 million de dollars dans le mur de chez moi, moi, je vais certainement aller voir. C'est juste une pensée. Mais ça va m'amener loin. La personne qui s'est dit un jour, et si on allait sur la Lune, quand même, il fallait y penser. Puis ça a pris du temps, puis un jour, quelqu'un est allé sur la Lune. Et pourquoi on ne peut pas arrêter de penser? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter de respirer? C'est la nature de l'âme, c'est son cycle énergétique. La pensée, quand on est dans un corps, constitue cette espèce de flux énergétique qui permet à l'âme de fonctionner. L'âme est en relation avec un corps dans un monde physique. On met une pile dans un magnétophone, on met une pile dans une lampe de poche. Le moment où tu appuies sur play, ou sur allumer, ben, la pile génère de l'énergie. Puis si elle arrête, ben, il n'y aura plus de lumière. Puis à un moment donné, tu vas dire, ben oui, elle ne marche plus. Et si l'âme ne fonctionne pas dans le corps, ben, elle va sortir du corps. C'est le mécanisme même. Pour rester en vie, le corps doit respirer. L'âme, pour rester dans un corps, elle pense. Elle agit, elle fait tout fonctionner. Il y a des organes d'essence, on ne peut plus déconnecter. Sinon, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus de courant qui va passer. Donc c'est naturel. Et c'est très bon. Et on va définir d'ailleurs dans les pensées, puis je vous dis, je parle dans le détail, mais il y a des pensées fonctionnelles qui sont convenables, sont assez neutres. On donne souvent l'exemple, quelqu'un qui va dire, bon chérie, t'oublies pas ce soir d'aller acheter du lait avant de rentrer. Ouais, pas de problème. Ok, non mais chérie, tu vas prendre du lait, hein? Non, c'est vrai, je comprends, tu me l'as dit. Une pensée fonctionnelle devient une pensée inutile. Puis après, elle devient une pensée compulsive. Non, mais chérie, tu vas pas oublier. Hein? Et là, ça fait 10 fois que tu me le dis. Non, mais c'est parce que tu oublies toujours. Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est devenu négatif. La même pensée peut être fonctionnelle, positive, négative. C'est très glissant. C'est fascinant. Je dis, ce domaine d'analyse et de réflexion sur les pensées, c'est vraiment comme quand on découvre qu'on a en soi une puissance infinie, puis qu'on en a utilisé à peu près 2%. Quand j'étais aux études à l'université, j'étais tombé sur un livre qui s'appelait « Les fantastiques facultés du cerveau ». Et là, il citait évidemment Einstein en disant « Tu utilises que 10% des capacités de ton cerveau ». Puis moi, je me dis « C'est ça le problème ». Je dis « Si j'utilise que 10%, c'est pour ça que je dois travailler si fort ». Et là, je cherchais des techniques pour utiliser 60, 70, 80% de mon cerveau. Et il disait, si vous étiez capable d'utiliser 80% de votre cerveau, tu regardes ton livre, puis tu as tout compris. Tu n'as pas besoin de le lire. Moi, j'aimais ça. Là. Je me disais, ça pour les études, ça se résume en 5 minutes, puis après, je peux aller faire autre chose. La paresse a été mon plus grand motivateur, moi, dans l'avancée spirituelle. Mais c'était pas comme ça que ça fonctionnait. La pensée a une puissance infinie. On ne l'exploite pas. Pourquoi? Parce qu'on la mélange à tellement de choses, qu'elle est tellement diluée, qu'on n'a pas la chance de faire l'expérience de ce à quoi ça ressemble un esprit qui travaille pour moi. C'est comme si vos rames allaient dans les deux sens, puis que ça tourne en rond, puis tu fais ça toute ta vie. Puis à un moment donné, on te dit, t'es heureux dans la vie? Oh, ça va, je fais beaucoup de mousse, ça mousse, c'est fun,
T'as été loin? Non. Moi, je suis très stable. Je tourne en rond, toute ma vie. Ah ouais? T'as pas été voir l'autre bord du lac? T'es pas sorti dans l'océan? Mais comment tu fais ça? Ben non, regarde, moi, je rampe puis je bouge pas, là. Ouais, mais tu rampes tout de travers, mon ami. C'est pas comme ça que ça se passe. L'esprit peut nous amener dans des consciences très différentes. Ou, je veux pas, encore une fois, je fais juste ouvrir plein de portes, mais le pardon, c'est quoi? Être capable de pardonner à quelqu'un. C'est juste être capable de rentrer dans un schéma de pensée qui nous fait tellement de bien qu'on dit ça, c'est la meilleure façon de faire. Puis on pardonne. Pardon. Parce que il voulait juste démontrer. Pierre est très collaboratif. Et donc on pardonne parce que c'est un courant énergétique qui est parfait. Mais la pensée est venue. Alors les pensées, c'est vraiment une énergie extrêmement puissante. Donc, pensée, émotion, et à un moment donné, la première chose qu'on va suggérer, c'est il faut faire un choix de régime. Il faut décider qu'est-ce que j'accepte plus. Et si on décide de ne plus accepter de pensées négatives, même si on a plein de bonnes raisons, il va falloir se demander, c'est quoi l'alternative? Si tu dis, OK, j'arrête de manger, je sais pas moi, du chocolat, OK, tu manges quoi à la place? Tu veux une friandise ou rien? Peut-être c'est pas un bon choix. Peut-être t'arrêtes de manger, je vais pas revenir encore sur le steak, là, mais sur autre chose. On va manger autre chose. Si on change de régime alimentaire, on va en prendre un autre. Donc, si on élimine les pensées négatives, on va penser comment, là? Il y a un nid de poule, ma roue tombe dedans, probablement que ça a encore abîmé ma direction, ça va me coûter $100. Comment je réagis? C'est quoi une autre façon de penser plutôt que de jurer, sacrer, blasphémer? Hein? Ah, c'est trop tard. Mettons que tu as fait vraiment... tu as eu un problème. Tu as plein d'alternatives. Il faut vraiment que je fasse attention. Ça aurait pu être pire, tu sais. C'est ça. OK, je vais faire attention à partir de maintenant. Se trouve à m'aider à ne pas être négatif. Mais il y a plein d'autres façons de penser. L'impatience peut devenir de la patience. L'intolérance devient de la tolérance. C'est des expressions de l'esprit qui sont très possibles. Alors, la première chose, c'est choisir son régime alimentaire. Faire un choix, décider. Deuxième portion, encore je ne peux pas aller trop dans le détail, mais c'est faire de l'exercice. Il va falloir entraîner l'esprit. Et l'exercice va avoir deux aspects. Un qui va être musculaire et l'autre qui va être de dompter, d'apprivoiser. Et là, on aime ces histoires de Le Petit Prince et le Renard, ou il y en a plein comme ça, d'être capable de regarder l'esprit, puis là, toi, là, OK, il faut qu'on recommence. On a, tu sais, ils disent dans les films, OK, on a mal commencé notre relation, on est parti du mauvais pied, on recommence. C'est quoi la bonne façon d'apprivoiser son esprit? Parce qu'il est rendu loin, l'esprit, là. Ça fait des années qu'on l'a laissé un peu maître du bateau, puis là, on arrive un beau jour en disant, bon, OK, c'est moi qui vais diriger. Wow! Hey, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je dirige à ma guise. Puis qui est là, qui décide que maintenant, madame a décidé que on va juste penser positif. Ça n'a pas la tête, non? L'esprit, il ne va pas aimer ça. Il est super habitué à gérer ça à sa façon. On me dit une bêtise, tiens, on m'attend dire 10 bêtises. On me parle mal, je vais mal parler. On fait ça, je fais ça. Action-réaction. L'esprit aime beaucoup se perdre et puis gaspiller son temps. Il va regarder la coiffure de quelqu'un, puis il va y penser pendant 10 minutes. Allô, peux-tu passer à un autre sujet? Il y en a dont la question culinaire occupe une grande partie des rencontres. Parle de recettes tout le temps. C'est bon, les recettes. Mais après une demi-heure, peux-tu penser à autre chose? Parce que là, ça va avoir... Non, je suis désolé. Je ne peux pas vous enlever de plaisir. Parce qu'à un moment donné, l'esprit va devenir un peu à plat, sans faire un mauvais jeu de mots, là, en parlant trop de recettes. Il va être limité dans son expansion. C'est bon, la recette, mais il faut doser. Comme l'alimentation, on ne peut pas juste manger des bonbons. C'est bon, les bonbons, mais on ne peut pas juste manger des bonbons. Une fois de temps en temps, c'est correct. Donc l'esprit va faire un choix, on va faire un choix alimentaire de l'esprit, régime, et l'exercice. La méditation, on est là-dedans. La méditation, c'est faire à l'esprit un exercice, comme on a fait tout à l'heure. On respire une vertu, on expire. C'est une image
J'ai découvert hier soir. Peut-être tout nouveau, je n'avais jamais fait ça, mais ça vient d'un autre mercredi où on avait parlé d'infuser puis de diffuser. Puis la poche de thé a évolué, qu'est-ce que vous voulez, puis elle est devenue un acte de respiration. Mais c'est nouveau, je n'avais jamais pensé à faire ça, respirer par l'esprit. C'était vraiment nouveau, je n'avais jamais pensé à ça. Je trouvais ça, c'est original, c'est différent. L'esprit inspire, puis il expire. Ça, notre formule. C'est faire de l'exercice. De dire à l'esprit, OK, pendant 5 minutes, tu ne penses qu'à ça. Appliquer des freins à l'esprit. Être capable de dire à l'esprit, t'arrêtes. Je donnais l'exemple récemment dans ce qu'on appelle un verre d'oreille. Tu sais, quand tu as une chanson qui n'arrête pas de revenir dans ta tête, êtes-vous capable de dire à ton esprit, là, t'arrêtes, je ne veux plus t'entendre chanter ça. L'esprit va dire, OK. Non, t'arrêtes. C'est super dur. Admettons que quelqu'un vous a un peu blessé, puis tu dis à l'esprit, on n'y pense pas. Hein? Oh boy. Et vous réveillez la nuit. Vous allez être incapable de dormir parce que non, mais moi je vais lui répondre. T'es pompé là. Puis là, imagine, tu dis à l'esprit, OK, on arrête, tu y penseras lundi prochain. L'esprit ne veut pas du tout. Non, j'y pense maintenant, je vais lui répondre tout de suite. C'est très dur. L'esprit est plus habitué, il est plus musclé. Donc il faut des exercices pour remuscler l'esprit, lui redonner des exercices et en même temps comprendre que la force ne sera pas une bonne idée. Il va falloir la ruse, puis il va falloir réapprivoiser l'esprit. Et d'où cette notion d'en faire son allié, de comprendre qu'il y a un jeu de séduction avec l'esprit qui est possible. Et ensuite, il va falloir donner des objectifs à l'esprit. Il va falloir lui donner une vision de « OK, pourquoi je te donne un régime? Pourquoi je te fais faire l'exercice? » Dites-moi que les gens qui passent 2 heures au gym par jour n'ont pas une vision d'au moins soit ce à quoi ils aimeraient ressembler ou ce à quoi ils aspirent. Et j'inclus là-dedans les gens qui vont au gym pour des fins purement thérapeutiques, pour soigner une blessure ou autre chose, hein, c'est pas juste du bodybuilding. Mais si quelqu'un fait du gym ou la physio ou peu importe pour réparer une blessure, ben à un moment donné, il faut qu'ils sachent que, regarde, c'est cette exigence que je fais. Mais qu'est-ce qui va les motiver? C'est la notion qu'à un moment donné, j'aurais plus mal. C'est ça que je veux. Puis entre-temps, il faut que je fasse ça. Et l'esprit, va falloir lui donner la même chose. Il va falloir lui dire, OK, tu vas prendre un régime, je vais te faire faire l'exercice. Pourquoi? Pourquoi on va faire ça? Et c'est là où on va tomber dans la portion spirituelle. La portion spirituelle va nous dire, parce que toi, l'esprit, non. Tu peux faire de la magie. Tu peux accomplir des miracles. Tu peux faire ce que l'humain n'a jamais imaginé que tu puisses faire. Tu peux amener l'être que je suis dans une dimension tellement plus grande. Et si on commence à dire à l'esprit que sans lui, on n'ira nulle part, que c'est lui qui est notre moteur principal, que c'est toi qui vas m'amener dans la plus belle portion de ma vie, ben l'esprit va dire, moi, hein, tu commences à me flatter un petit peu. Ah oui, c'est aussi important que ça. C'est ça que j'appelle apprivoiser, en faire son allié. Ça veut dire il faut comprendre que l'esprit va nous servir à quelque chose. Et l'esprit, cette capacité de penser, cette capacité de générer des émotions, est à la base de ce que je serai dans mon avenir proche. Je suis ce que je pense. Et si je dis à mon esprit, tu vas faire de moi le meilleur de ce que je peux être, ben l'esprit va à ce moment-là savoir pourquoi il y a un régime, pourquoi il fait l'exercice, pourquoi il y a ce jeu d'être dompté par l'autre portion, parce que je dévoile pas tout, mais qui va entraîner l'esprit? Qui va imposer le régime? C'est l'intellect. L'intellect, c'est l'autre partie de l'âme qui a comme capacité, comme compétence, comme faculté, celle de discerner, de juger, de comprendre, de se souvenir, de se concentrer, de capter des messages de l'au-delà. Ça, c'est l'intellect qui fait ça. C'est la portion informatique de l'âme. C'est cette capacité que l'âme a à pas seulement penser, mais à faire plus que de la pensée. La compréhension, c'est pas juste 3 pensées ensemble. La compréhension, c'est
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, après avoir écouté quelque chose, vous dites, ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Oh, qui a compris? Qu'est-ce qui déclenche cette notion que j'ai compris? Qu'est-ce qui déclenche cette notion de dire, tu me parles de quoi? Ah oui, des Beatles? Ah oui, je me souviens des chansons. Puis tout à coup, whoop, l'âme, par l'intellect, ouvre un tiroir Beatles, puis là, tu as plein de chansons qui sortent. C'était dans la mémoire. Il y a le temps qui est là aussi, mais c'est surtout la mémoire qui est dans l'intellect. L'esprit, lui, il pense. Il fait juste penser. Comme on dit à la blague, on dit l'esprit, il ne réfléchit pas. Il pense. L'intellect réfléchit. C'est deux entités différentes. C'est deux organes différents, au même titre que le poumon, enfin les poumons et le cœur ont deux fonctions très différentes. Complémentaires, mais différentes. Puis l'estomac, c'est autre chose, etc. Donc l'esprit est très volatile, il est très fluide, et c'est l'artiste. L'esprit, c'est l'artiste. Très émotif, c'est ça. Il voit un éléphant passer sur la rue Fayon, puis il dit « Oh, un éléphant sur Fayon !» Tu sais, ça arrive régulièrement, on a des éléphants qui passent ici. Hein? C'est très connu, oui. La rue Fayon est connue pour les éléphants qui passent. Tu verras un éléphant passer, tu sais « Ouh, éléphant !» Puis après, l'intellect dirait qu'est-ce qu'il fait là, cet éléphant-là, mais il vient d'où? C'est pas normal. L'esprit, il s'en fout que l'éléphant soit échappé d'un zoo, qu'il soit dangereux. Non, il fait juste ah, quel éléphant, t'as vu, c'est gros, ah, c'est bon. L'intellect va dire je pense que c'est pas normal. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléphant ici. Et là, les deux se parlent. Et souvent, on a en nous ce dialogue entre ce qu'on va appeler des fois l'émotion et la raison, mais c'est en fait un dialogue entre l'esprit et l'intellect. L'intellect va toujours vouloir raisonner. L'esprit, lui, est émotif. Il a les deux rames. Il est avec la pensée et l'émotion. S'il aime l'éléphant, il va dire « Ah, c'est beau l'éléphant, je vais le prendre en photo. Peut-être tu devrais appeler 911. » Non, je prends en photo d'abord. C'est dichotomie esprit-intellect. Alors, les gens traduisent ça après, disent « Tu fonctionnes avec le cœur ou tu fonctionnes avec la tête. » Ça n'a rien à voir avec le cœur ou la tête. C'est une question de l'âme qui a en elle la capacité émotive de penser ou la capacité intellectuelle de penser. L'esprit et l'intellect. Mais l'esprit, c'est la matière première. L'intellect sans esprit ne peut rien faire. Donc il faut réapprivoiser ses pensées. Il faut surtout retomber en amour avec son esprit. Il faut retomber en amour avec la notion que c'est ce que j'ai de plus précieux, cet esprit-là. Et si je ne le nourris pas convenablement, bien, je le néglige, je n'en tire pas profit. Je n'irai pas loin dans ça, parce que c'est un peu controversé, mais quel est le rapport qu'on acquiert avec notre corps? C'est une question de respect à un moment donné par rapport à son corps. Si on mange mal, etc., c'est peut-être à un moment donné, il va y avoir un problème sur comment, si on abuse du corps ou si on le traite convenablement. C'est un lien avec la matière, avec la nature. Très important. Et de la même façon, l'esprit, on dirait, dans l'histoire du Petit Prince, l'esprit, c'est sa rose. Puis il pense que tout le monde tout le monde a une rose maintenant, puis c'est quoi? Je pensais que c'était unique et tout. Puis on va dire, non, ta rose, elle est unique. Il faut que tu t'en occupes. Puis on a tous un esprit, puis ils se ressemblent tous finalement, c'est juste des boîtes à penser. Mais si on les cultive comme il faut, ben, chacun a un esprit très différent. La capacité de quelqu'un à réagir positivement devant une situation relève d'une harmonisation entre ses valeurs, donc ses attitudes comportementales, ses traits de personnalité, sa force d'intellect et son esprit. Mais ultimement, l'esprit va être aussi celui qui va exprimer, c'est le haut-parleur. L'esprit, il est le haut-parleur de l'âme. Ça sort toujours par l'esprit. C'est ce qu'on dit, esprit quand même. Ça se termine souvent comme ça. Et il s'exprime tout le temps. Et donc, dans cette reconnaissance de la valeur de l'esprit, ben, un jour, on va dire à l'esprit, the mind, je vous rappelle, c'est pas l'esprit, un esprit qui voyage, là, c'est vraiment l'âme, c'est le mind, l'esprit, donc la capacité de penser. Puis quand on va dire à l'esprit, oh mind, oh esprit, aide-moi à aller plus loin. Et quand on médite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'esprit,
tiens, je vais prendre soin de toi là, pendant un petit 20 minutes. Là, je vais te donner à manger, tu vois, ça va être super agréable. Et des fois, au départ, on lui donne à manger, on met un commentaire de méditation, puis on déverse dans l'esprit des super pensées. Je suis une âme paisible, je suis le bonheur. L'esprit aime ça, là. Il dit, ah, c'est bon ça j'aime ça. Hein. Ce genre de pensée nettoie l'âme, nettoie l'intellect, c'est positif, ça commence à redonner à l'esprit une capacité à respirer, etc. Je vais prendre un exemple choquant. Un jeune qui aurait été malheureusement, c'est terrible ce que je veux dire, mais enfermé dans un sous-sol, abusé toute sa jeunesse, qui aurait rarement vu le jour, mal nourri, violenté, toute sa jeunesse. Il sort à 18 ans. Pensez-vous vraiment que ça va être un être très fonctionnel dans la société? Il y a de grandes chances qu'il soit vraiment abîmé, ça. Ben, notre esprit, je ne vais pas vous culpabiliser, là. Mais on ne le traite pas très très bien des fois. Puis on le laisse aller dans l'inquiétude, l'angoisse, l'inutile, les pensées perdues, le commérage, les négativités, les petits trucs, les trucs machin. C'est comme toute sorte de toxicité qu'on a donnée à l'esprit. Puis le moment où on en a besoin, on dit, ben non, performe, sors-moi de là. Je suis confus. Je ne sais pas. Et là, il est confus. Tu demandes à l'esprit, ben qui suis-je? C'est trop, c'est flou. Il est fatigué. Alors des fois, évidemment, il y a des injections de cortisone spirituelle qui font du bien, puis boum, tu te boostes avec un peu d'hormones, un peu de testostérone, un peu de produits chimiques, puis là, tu le surexposes à des choses positives, intenses, ponctuelles. Et c'est ça que l'esprit, à ce moment-là, il reprend un peu, c'est comme si tu donnes un électrochoc à quelqu'un, ben, tu le réveilles, là, il dit, oh, ok, ça va. Après, il se rendort. Alors, la méditation, c'est ça, c'est l'exercice qu'on va faire à l'esprit, puis redécouvrir, et c'est là la troisième portion qui est la plus importante, c'est redécouvrir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux vivre quelque chose quand mon esprit va être grand. Et je prenais un exemple, il y a, je pense la semaine dernière, ou il n'y a pas longtemps, sur, tu reçois un courriel, ça t'énerve, il faut y répondre. Mais d'envisager à l'avance à quel point je serais bien si je pouvais traverser une petite épreuve de la vie sans que ça vienne, mais vraiment m'influencer le moindrement. Qu'on puisse t'annoncer au travail les pires imbécilités, puis tu réagisses non pas comme je m'en fous, je voudrais savoir, non, c'est pas ça, c'est comme, ok, j'entends ce qui se passe, mais je sais à quel point mon esprit peut m'offrir une vue de l'esprit, ou un regard, ou une attitude, qui ferait que je serais tellement content de rester à un niveau de conscience beaucoup plus fort, plus élevé, pour bien réagir. Puis je me vois réagir, puis je me dis, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Parce que je sais que l'être humain peut faire ça, et qu'on peut atteindre ce niveau de faire. Et moi, je crois beaucoup que l'esprit, puisqu'il génère des émotions, peut générer des émotions extrêmement dignes, extrêmement nobles. J'ai le souvenir, quand j'avais 14 ans, puis je regardais les nouvelles à la télévision, sans savoir qu'un jour j'allais en faire, mais travailler dans les médias aussi. Mais j'avais 14 ans, je me souviens, puis je regardais les nouvelles, il y avait des guerres, des je sais pas quoi, des attentats, des trucs horribles. Puis j'engueulais presque mon père en lui disant, alors monsieur, c'est ça que vous faites. On regarde ça, les pieds sur la table, son petit verre de vin, puis tu fais rien. Ça va pas, là. Va faire tes devoirs, lâche-moi. Pauvre petit. Papa, il venait d'avoir une journée probablement terrible au bureau, il travaille comme un fou pour subvenir à nos besoins. Puis t'as son fils qui lui dit, tu vas pas sauver le monde, là, tu bois ton petit verre de vin. Mais j'étais vraiment en colère contre le monde. Je trouvais que le monde était fou. Puis, et ce que je disais toujours, je disais, l'homme, on n'a plus de noblesse. On a perdu la noblesse de l'être. Pourquoi on ne fait pas des choses nobles dans la vie? Et moi, j'aimais les films princiers, un peu cucu la praline, là. un peu, comment on appelle au Québécois? Kitsch, voilà, kitsch. Je cherchais le mot kitsch, kitten, je ne sais plus quel est le Québécois. Et on aime, moi j'aimais bien des fois des trucs où, tu sais, des gens avaient des grands élans de noblesse, faisaient des grandes choses, des belles choses.
Un livre que j'ai adoré, que je suggère, c'est de Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, qui est un monument littéraire incroyable. Et là, Adrien, l'empereur Adrien, il jongle un peu avec des ombres et des lumières, mais c'est une âme d'une dimension surhumaine qui a existé d'ailleurs, c'est un fait historique, qui avait vraiment une grande âme, dans le sens qu'il voulait vraiment des grandes choses pour l'humanité. Puis c'était à l'époque où tu décidais, comme empereur, de créer une cité. Moi, je trouvais ça pas mal cool, comme là, un matin, puis là, j'ai fait une cité ici. Puis avec le reflet de la grandeur de l'être, avec la bénédiction des dieux, et dit, oh, pas mal, écoute, on a essayé le stade olympique, nous, ça n'a pas trop marché, mais à l'époque, c'était autre chose, ils construisaient des cités, c'était quand même flyé comme truc. Puis ça venait d'un bon cœur, c'était pour créer le bien pour les gens, puis c'est pas sur... il y avait quand même des belles élans de l'humanité, de la grandeur de l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire à la grandeur de l'âme? Des cités qui allaient être le miroir de la grandeur de l'être et de Dieu et tout ça. Je trouvais ça pas mal. Bon, ça n'a pas très bien marché son truc des fois, mais l'intention était là. Et pour moi, c'est cette noblesse de l'être qu'on appelle aussi la dignité de soi. C'est dans notre escalier de soi, c'est parmi les dernières marches qu'on veut monter, la dignité de soi. Et quand on donne à l'esprit cette vue que l'esprit peut obtenir une telle élégance que même si on te tire une balle mortelle, tu auras l'élégance de juste faire ça, puis la balle passera à côté. C'est comme dans les films, tu sais, de juste bien penser, puis la balle va faire une curve, tu sais. Puis tu vas continuer à sourire. Moi, j'aime ces films où ils font tout par la pensée, comme ça. Ça marche, tu sais. Les X-Men, j'aime beaucoup les X-Men. Je trouve il y en a un qui est terrible avec ses pensées, il fait lever tout le métal, comme ça. On va pas là-dedans, c'est pas ça que j'ai proposé à mon esprit, mais grandiose. C'est de dire à l'esprit, tu peux retrouver cette noblesse. Que même si quelqu'un t'insulte, tu ne te sentiras pas insulté. Que si quelqu'un te donne de la peine, tu ne prendras pas la peine. Que si quelqu'un est faible, tu lui donneras du pouvoir. Que si quelqu'un souffre, tu sauras trouver la pensée qui allégera ses souffrances. Ben, je crois en ça. Je crois qu'on a tous cette capacité d'arriver avec une pensée à un moment donné qui va être ding. Puis les gens vont dire waouh. Puis même on aura le sentiment que c'est même pas nous qui l'avons créé. Tellement ça va être on va être le conducteur d'une énergie encore plus grande, cosmique. Alors, si je vous ai pas convaincu de continuer le Raja Yoga, ben là, je sais pas quoi dire. Puisque c'est un peu le cœur même de toute notre démarche spirituelle. Redonner à cet esprit le pouvoir de sauver l'âme, de faire que l'esprit puisse être notre allié, notre accompagnateur dans ce qu'il y a de plus beau. Il faut juste lui donner un régime, l'exercice, l'apprivoiser, puis lui donner une vision. Et après, maintenant, on est bien parti pour en faire un allié. Alors j'espère que ça vous inspire ou pas, ouais. On se donne 2019 pour faire ça. Ou juste le mois de janvier peut-être, ça suffit, en un mois. Alors je vous propose juste de continuer sur cela, cette lancée-là dans la méditation. Et avec ces idées-là, essayons un exercice d'amener l'esprit au gym et de lui faire travailler un petit peu avec des machines divines, sa grande dignité de soi. Et avant de s'attarder à l'esprit, on prend toujours le temps d'envoyer au corps un signal bienveillant aussi. Prendre juste quelques instants pour apprécier toute la merveille d'être avec ce corps physique, toute la complexité du corps, sans lequel évidemment on ne pourrait jamais être sur Terre. Et c'est toujours très inspirant de voir le corps comme aussi le lien entre la nature et l'âme.
Le corps est fait de matière. Il appartient à la terre. Il appartient à la nature. Et l'être conscient, l'être spirituel anime le corps. Et ce mariage entre l'âme et le corps peut être ressenti de façon très pure, très tendre. Et en prenant le temps de bien respirer profondément, sentir cette énergie vitale dans le corps. Et sentir que lorsque j'harmonise mes pensées avec la nature, que ma conscience est axée sur le respect que j'ai pour la nature, je crée une vibration qui se propage dans le corps tout entier. Et cette vibration, cette énergie est bénéfique pour le corps. Par ce courant d'énergie de la pensée, du cœur, de la conscience, j'arrive à détendre tous les muscles du corps. Je prends juste un instant pour ressentir cette détente physique. Ressentir les jambes complètement détendues. Les mains. Ressentir cette détente même dans les mains. Et sur le visage. Comme un visage de bébé. Aucun trait tiré par le passé, par mon vécu. Mais un lâcher prise, une légèreté. Et même mon visage devient complètement détendu. Et une fois libéré des tensions physiques, je sens qu'à son tour mon esprit se détend. J'entends mes pensées. Je choisis mes pensées. Il y a comme un côté un peu fantastique du monde de l'imaginaire. Cette notion de choisir ses pensées et de jouer avec ses pensées. Comme si je jouais avec une matière en suspension dans l'air. Je crée des pensées qui s'emplissent de paix. Certaines deviennent des pensées d'amour, de bienveillance pour tous. Et d'autres deviennent des pensées de bonheur.
Et elles sont toutes là en suspension dans l'esprit. Et l'esprit devient comme un artiste. Il peint sa toile. Il danse. Et l'esprit accepte de générer des pensées pures, bénéfiques. Comme si l'esprit était séduit par la beauté, par la grâce, par la grandeur d'âme. Et l'esprit décide de créer des élans, des courants de pensée pour aller plus loin. Transformer une simple pensée de bonheur en une peinture entière de bonheur, ou une symphonie de bonheur. Et quelques pensées d'amour deviennent une danse qui exprime toute la grâce de l'amour. Et l'esprit retrouve toute sa grandeur, toute sa beauté intérieure. Il éveille des sentiments purs, ancrés dans le moment présent, comme une source d'eau fraîche. Une eau qui vient tout juste de naître. Une pensée qui vient tout juste de naître. Et si l'esprit crée cette pensée, j'aime la vie, j'aime les autres. J'aime ce que je suis. J'aime la nature. J'aime l'autre. L'esprit danse la danse de l'amour. Et l'âme devient une énergie d'amour qui vibre, qui émet des ondes, qui se propage. Alors, bon retour sur Terre et c'est tout beau à l'extérieur. C'est pas de la neige. C'est pas des bancs de neige.
C'est une décoration exprès pour nous faire apprécier la beauté de la vie. Je dis ça pour ceux dont la voiture serait coincée dans un banc de neige, en espérant qu'elle ne le soit pas. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci comme toujours de vos grandes oreilles d'éléphant divines, vos yeux pétillants et votre sourire et votre présence, toujours très agréable. Alors, une bonne soirée, bonne semaine, et puis plaisir de se revoir bientôt. Bonsoir.